pour vous présenter l'offre RecoPro visant à accompagner les agents et les établissements dans les problématiques de santé au travail au travers d'une offre spécifique qui va vous être présentée. Nous avons pour cette réunion réuni donc le prestataire de formation en la présence de monsieur Guy Robert, qui est le directeur, il y a quelqu'un qui arrive, le directeur de l'UGCAM, des Centres lillois de réadaptation professionnelle, et madame Amélie Morel, qui est directrice du Centre La Molière de réadaptation professionnelle situé sur Berck. Nous avons aussi en présence donc les Cap Emploi de la Somme, un représentant de handicap. Et au niveau des établissements, nous réunissons des établissements à la fois du territoire de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Nous aurons sur le déroulé de 2 heures qu'on va passer ensemble un temps de présentation du dispositif par l'intervention de l'UGCAM, une petite vidéo qui va animer cette présentation, un temps d'échange. Ensuite, un retour d'expérience, et je remercie Madame Durlakevich de témoigner de son retour d'expérience au niveau de l'établissement de Douai. Et ensuite, un temps d'échange à nouveau pour aborder ensuite les modalités de déploiement et un petit apport sur une actualité récente juridique en lien avec le reclassement professionnel. Voilà, donc on vous demande de poser vos questions par écrit au travers du chat ou en levant la main si vous le souhaitez, de sorte à ce qu'on puisse réceptionner vos questions et puis y répondre dans les temps d'échange qui seront prévus à l'issue des différentes interventions. Alors le dispositif RecoPro a eu pour origine une création et un déploiement sur le Nord-Pas-de-Calais, sur l'axe stratégique de la NFH qui est de sécuriser et d'accompagner individuellement les parcours individuels des agents. La région de France a souhaité, sur la volonté de ces instances régionales, renouveler le dispositif et le déployer à l'échelle des Hauts-de-France. Fort de la capitalisation de cette expérience, nous avons orienté le dispositif RecoPro sur une dimension beaucoup plus large, avec le prestataire qui a été sélectionné et qui va présenter le dispositif, et avec une volonté de proximité au plus près des établissements. Le dispositif RecoPro prend ainsi toute une dimension plus large et de proximité avec les établissements afin de soutenir les établissements et les agents dans les problématiques de santé au travail et de prévenir ainsi les risques de désinsertion professionnelle et de permettre aux agents le retour à l'emploi à l'issue de cette démarche. En espérant que vous apportez toutes les explications voulues sur le dispositif, n'hésitez pas à poser vos questions. On viendra préciser également les modalités de déploiement de sorte à ce qu'à l'issue de cette présentation, nous puissions recueillir les inscriptions, si elles ont déjà été données, les compléter, afin de pouvoir donc démarrer le dispositif avant l'été, donc à partir de juin. Je vous souhaite un bon webinaire. Nathalie, si tu souhaites compléter la présentation avec un petit mot. Je remercie aussi l'équipe des conseillères formation de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais qui ont préparé cette présentation. Et je rajoute la participation de Karine Delannoy, qui est référent mutualisé handicap pour FHF, pour les établissements, en priorité les petites structures, dans l'accompagnement des problématiques et de la gestion du handicap dans les établissements. Voilà. Moi-même, je me présente, Nathalie Delgrange, déléguée régionale des Hauts-de-France, et je te laisse la main, Nathalie, si tu souhaites compléter avant de démarrer la présentation de Monsieur Robert.
Merci Nathalie. Bah, écoute, non, je ne vais pas compléter, tu as été complète, donc j'ai rien à rajouter. Hormis peut-être juste un point pour vous signaler que ce webinaire sera enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez éteindre tout simplement votre caméra. On souhaite l'enregistrer pour pouvoir le diffuser à ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Je vous propose de partager mon écran pour vous mettre à disposition en visu le diaporama qui vous a été présenté, qui vous a été envoyé en même temps que l'invitation hier. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui. C'est bon. Alors du coup, je laisse la main à Monsieur Robert. Merci. Est-ce que vous savez agrandir le diaporama ou pas? Alors si je fais afficher le diaporama, je ne vois plus personne. D'accord, ok. C'est pas grave. Je vais augmenter un peu. Oui, c'est bien, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Guy Robert, je suis directeur du Centre lillois de réadaptation professionnelle. Ma collègue de La Molière, Amélie Morel, est dans l'Assemblée. Donc nous allons conduire le dispositif Recopro là, dans les années qui viennent. Je suis ravi de reconduire ce dispositif, que la NFH nous ait fait confiance, puisque nous avons conduit cette expérience pendant 4 ans sur le Nord-Pas-de-Calais, et on avait pris beaucoup de plaisir. Les équipes étaient très enjouées de pouvoir reconduire ce dispositif, puisqu'il y a de beaux résultats. C'est un beau dispositif qui offre des solutions positives pour un grand nombre, et donc c'est une belle aventure qui commence. Le Centre lillois et le Centre La Molière dépendent de l'UGCAM, l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de Hauts-de-France. Nous sommes des ESRP, ESPO, donc établissements de services et services de réadaptation professionnelle et de préorientation. Notre métier, c'est de travailler sur l'orientation, la montée en qualification, l'insertion et le reclassement des personnes en situation de handicap. Donc, nos équipes sont pluridisciplinaires, elles sont composées de psychologues cliniciens du travail, neuropsychologues, de formateurs, de chargés d'orientation, d'inclusion, donc assez variés, avec une démarche commune qui se développe autour du modèle de développement humain, qui nous permet aussi d'avoir un langage commun entre les disciplines. Et c'est un élément important dans le projet d'accompagnement personnalisé, que ce soit dans nos dispositifs classiques ou que ce soit sur le modèle, sur la formation Recopro. Ça nous permet d'avancer avec les mêmes paires de lunettes sur les propositions d'orientation. Pour le dispositif, l'action Recopro, alors avant tout, c'est une formation, c'est pas une prestation comme un bilan de compétences, on est vraiment sur un temps élargi qui va durer sur une période de 6 mois avec des phases collectives et de suivi individuel. Donc elle est bien entendu destinée aux agents de la fonction publique hospitalière pour définir un projet de reconversion. L'élément fort du dispositif, les clés de réussite du dispositif, c'est le fait de s'inscrire dans une logique de co-construction avec l'employeur. Sans ça, c'est compliqué. Et donc, il y a vraiment, en termes de positionnement des agents sur ce dispositif, il y a effectivement un engagement fort de l'employeur à un moment donné. Alors, un engagement de présence à certains moments sur ce dispositif, donc ça on vous présentera par la suite, mais aussi effectivement la suite du dispositif, comment on va engager la reconversion, alors soit sur une nouvelle situation de travail, soit sur un projet de formation, donc les situations peuvent être variées. Donc la deuxième chose, c'est la dynamique de groupe. Très souvent, on a les personnes qui sont en risque de désinsertion ou d'inaptitude se retrouvent isolées avec des problématiques particulières donc à gérer au niveau de leur situation de santé ou de handicap. Et donc, la dynamique collective inscrit quand même
est importante dans ce dispositif. Ça permet aux personnes de s'enrichir mutuellement, alors à la fois de leurs difficultés, mais aussi de leurs perspectives, de leurs envies, de leurs doutes. Et donc, c'est vraiment une dimension importante et c'est également une clé de réussite sur le dispositif. Donc, deux clés de réussite, c'est l'engagement des employeurs et puis la dynamique collective qui s'inscrit tout au long du dispositif entre pairs et puis avec les binômes intervenants qui sont soit psycho du travail, soit cliniciens, soit les deux à la fois. Les entretiens individuels qui sont proposés durant ce parcours, c'est vraiment pour faire le point, pour construire le projet d'accompagnement personnalisé. Et puis, on a un temps d'évaluation médicale possible pour faire un point un peu plus précis sur des situations qui pourraient nous interroger et qui pourraient interroger les personnes pour s'engager sur ce type de dispositif dans de bonnes conditions. À ceci s'ajoutent des stages d'immersion au milieu de travail. Donc, on engage le dispositif, il y a un temps d'échange individuel, d'échange collectif, de cristallisation du projet à un moment donné, à s'interroger sur ce que je pourrais faire demain. Et donc, il y a à travers ce stage des enquêtes métiers et puis des stages d'immersion en milieu de travail permettant aux personnes de découvrir si leur projet peut tenir la route, si c'est envisageable ou pas, si les situations de travail le permettent. Et donc, nos professionnels vont intervenir, visiter les stages, voir quel est l'environnement de travail, si c'est compatible ou pas, s'il y a nécessité d'aménagement par la suite. Donc, ça, c'est les caractéristiques de la formation RecoPro. Alors, je balaye très rapidement, mais déjà, vous avez un paysage de ce que peut être la formation RecoPro sur son déroulé, qui va prévoir des temps d'élaboration de projet, des comités de suivi, des périodes d'immersion et de validation. Donc, vous allez avoir un calendrier qui va vous proposer des réunions d'information collective suivies d'entretiens individuels. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de positionnement. Ce qui veut dire que l'employeur, les employeurs, les prescripteurs vont devoir déjà réfléchir à qui peut se positionner sur cette action. Et on invite les employeurs aux réunions d'information collective avec les agents. C'est déjà le premier engagement de l'employeur et puis c'est aussi effectivement la présence de l'agent qui souhaiterait avoir des informations complémentaires sur le déroulé. Ça permet aussi de rassurer les agents sur qui ils vont rencontrer durant ce parcours de 6 mois. La deuxième phase est effectivement la phase de positionnement. Il peut y avoir sur les phases de positionnement plus d'agents que de places disponibles. Donc, il y a vraiment une interrogation à avoir sur ce moment-là, mais j'y reviendrai plus tard. Sur la phase de positionnement pour qu'on puisse en échanger à la fin éventuellement de la présentation. L'élaboration du projet professionnel est ponctuée d'une dizaine de journées de séances collectives. Et donc, là, il y a un programme, alors très précis, pas très précis, un programme qui s'adapte, mais on sait où on veut aller, pour permettre à chacun de poser des éléments concernant ses envies, concernant son potentiel d'apprentissage, ses capacités et incapacités. Et donc, ces temps de séances collectives, d'entretien individuel et d'évaluation médicale se déroulent sur 10 journées, mais de manière très étendue dans le temps, ce qui permet aussi de maturer le projet, d'engager une réflexion aussi à chaque agent, une réflexion individuelle. Ça permet aussi d'engranger l'idée d'abandonner une situation de travail ou un métier et de passer à autre chose. Il y a au cours de la phase d'élaboration de projet, à l'issue, une réunion avec l'agent et l'employeur, la NFH et nous sur ce dispositif. Donc, il y a vraiment un temps où on s'arrête sur la situation de projet pour s'interroger sur la dimension réaliste du projet pour
voir comment on va pouvoir poursuivre et envisager les périodes d'immersion. Alors, sur des stages qui ont une durée d'environ 3 semaines, alors plus, ça serait mieux, mais la moyenne, donc c'est 3 semaines. Et quelquefois, on demande aux agents de réaliser au moins deux environnements de travail différents pour se rendre compte de la possibilité de réalisation. Il y a un temps de reprise après cette période d'immersion, sur des séances collectives et des entretiens individuels. Et c'est là où on va passer à l'étape de validation de projet et donc commencer à rédiger la synthèse de ce que pourrait être la poursuite du projet de reconversion avec l'agent. Il y a un comité de suivi final qui réunit l'agent, l'employeur, la NFH et nous pour poser cette dimension de reconversion, de reclassement professionnel. Donc là, c'est un élément fort. À la fin du dispositif de la présentation, il y a des possibilités d'engager des projets de reconversion, de formation. Donc, c'est des éléments qui sont présentés par la suite par Madame Richet, je crois. Si on peut passer la diapo suivante. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Je suis sur la diapo suivante, mais vous ne l'avez peut-être pas encore en visu. J'ai eu un grand moment de solitude. Donc, si je reprends un petit peu sur le déroulement de l'action, il y a bien une phase de positionnement pour évaluer la pertinence de l'action au regard de la situation de l'agent. Donc, c'est bien un échange avec les référents des établissements souhaitant positionner un ou des agents sur Recopro et qui est suivi de rendez-vous individuels avec chaque agent. Les rendez-vous individuels avec chaque agent, c'est toujours le binôme qui intervient. C'est important pour nous que les deux psychologues qui vont intervenir puissent être présents sur ces rendez-vous individuels. Ce n'est pas un tête-à-tête, c'est vraiment permettre à un moment donné un regard croisé pour mieux conseiller et puis renforcer la dimension d'observation, mais aussi de conseil à un moment donné dans ce temps d'échange pour être vraiment sur une dimension qualitative de l'accompagnement. On a l'élaboration du projet professionnel qui est à la suite avec 8 journées collectives et plus des entretiens individuels et évaluation médicale. Alors, il y a des agents par le passé sur l'évaluation médicale qui l'ont refusé, estimant qu'ils étaient suffisamment stabilisés et qu'ils s'autodéterminaient en se disant « moi, l'évaluation médicale, j'en ai pas besoin ». Donc, chaque situation est examinée au cas par cas. Donc, je reprends. Donc, il y a vraiment un temps de concertation. J'insiste, vraiment que l'employeur soit présent dans ces moments-là, parce que c'est aussi une clé de réussite pour poser des dimensions de possibilités de réalisation. Il y a quelquefois des projets qui peuvent paraître irréalistes, qui sont prononcés par un agent, et donc il est utile de reposer les choses pour y voir clair dans la poursuite qui sera engagée. Sur le point 4, c'est bien une immersion en environnement professionnel. Donc, il y a 3 semaines minimum, plus des visites de stage. Donc là, il y a une convention qui nous lie, qui vous sera proposée qui est proposée au cours du parcours, une convention de stage en entreprise. Vous pouvez passer la suivante. Et il y a un point 5 qu'on ne voyait pas sur la slide. Voilà. Okay. Et il y a la validation du projet, le plan d'action sur 2 journées collectives. Donc là, sur la phase finale de Recopro, on prend vraiment du temps pendant 2 jours pour éplucher, analyser effectivement comment on va engager le projet de reconversion, qu'est-ce que ça signifie, sur quoi ça engage, quelles seront éventuellement les difficultés éventuelles pour le réaliser. Donc, il y a vraiment un temps partagé en collectif sur la réalisation des projets. Le fait d'échanger sur une dynamique de groupe permet à certains agents aussi de découvrir plein de choses. Donc, ça permet aussi d'enrichir la notion de projet
ce qu'on ne retrouve pas dans un bilan de compétences individuel, où on est plutôt dans un tête-à-tête avec un consultant. Là, le groupe vient enrichir la notion de projet. Je vous laisse passer la suite, si vous voulez. Et puis, donc il y a le sixième, il y a le point 6 qu'on n'a pas vu, mais donc il y a un comité de suivi final donc, qui permet de valider et de... Ah, on rencontre quelques interférences. On ne vous entend plus, Monsieur Robert. Ça va? Là, c'est bon. Ouais, c'est revenu. J'ai été coupé, je dois reprendre. Vous étiez au point 6. D'accord. Ah, ça recoupe. Donc, il y a un livrable, hein, c'est une réunion. Ah, ça recoupe, Monsieur Robert. Il y a des problèmes de connexion là. Je peux reprendre. 10 heures, il doit y avoir une autre conférence qui doit se mettre en route. D'accord. Je ne sais pas, mais allez-y. Donc, un suivi final où il y a une remise de synthèse. Je vous laisse passer la suivante. Oui. On arrive sur les critères de positionnement sur l'action. Donc, de là où vous êtes, vous devez vous interroger sur à partir de quel moment je peux positionner quelqu'un sur ce dispositif. Donc, le premier critère, c'est bien une problématique de santé qui rend difficile le maintien sur le poste actuel. Ça, c'est vraiment la dimension première. Je pense que vous avez l'habitude de ça. Et puis, la motivation personnelle des agents, on est bien sur une motivation non contrainte. Hein. Donc, vraiment, il y a un temps qui est nécessaire pour bien présenter le dispositif, inviter l'agent à participer à la réunion d'information collective pour recueillir un avis personnalisé sur son possible engagement. Bien entendu, il y a un état de santé stabilisé sur le plan physique et ou psychique. Sur les 72 personnes qu'on a accueillies durant 4 ans, on n'a que 2 personnes, je crois, de mémoire qui ont dû arrêter pour des problèmes de santé. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu un vrai travail d'analyse de situation, d'information auprès des agents pour se dire je m'engage sur un dispositif de ce type-là parce qu'à un moment donné, je suis consolidé, je suis peut-être en situation de handicap ou encore avec un suivi nécessaire, mais il y a vraiment cette nécessité de l'état de santé stabilisé. La collaboration de l'employeur, ça ne peut se faire qu'avec la collaboration de l'employeur. Donc, si l'employeur ne collabore pas, on va dans le mur. Et puis, pour les agents, c'est la capacité et la motivation à s'inscrire dans une action collective. Ça, c'est un élément important. Mais c'est un élément, la dimension collective est un élément riche dans la déclinaison du dispositif. C'est vraiment un élément de richesse et d'enrichissement entre les individus à un moment donné. Il y a bien entendu, comme je vous le disais, une possibilité de plus de place, de pas assez de place sur une première action, donc il est possible qu'il y ait 16 personnes qui soient intéressées, on ne peut en retenir que 12. Donc, on va s'interroger sur la hiérarchisation des situations en fonction du degré d'urgence de reconversion. Donc ça, c'est un temps qu'on prend avec vous pour voir comment on peut envisager de déplacer quelqu'un sur une autre action ou sur un autre dispositif. Il peut y avoir, par rapport à ça, des alternatives, des bilans de compétences pour que des agents qui ne souhaitent pas être en collectif. Alors, nous en dispensons, pas forcément chez nous, donc ça peut être ailleurs que dans nos établissements. Et puis, il peut y avoir aussi un conseil de la poursuite de soins en fonction de la situation de santé si les choses sont un peu compliquées.
Voilà, donc je vous propose de faire un petit focus sur la phase d'élaboration de projet, mais je passerai rapidement, je ne vais pas prendre trop de temps. Donc l'élaboration de projet de cette phase de collectif et d'individuel, c'est vraiment un temps d'analyse des compétences acquises et transférables. On s'est aperçu quand même que durant ces 4 années d'expérience, on a d'autres expériences avec des agents de la fonction publique sur d'autres fonctions publiques, qu'il y a quelquefois des difficultés de parler de ces compétences. Très souvent, on a des agents qui n'ont pas de CV, qui n'ont pas trouvé nécessaire ou pas utile de travailler sur leur parcours professionnel et de faire un peu une analyse de leur situation. Donc, ce temps-là est important dans le temps d'élaboration de projet. Donc, il y a un temps de test aussi, d'évaluation des aptitudes cognitives. Donc, ça reste au niveau de l'agent et au niveau des psychologues qui vont évaluer ces aptitudes. Donc, il y a un temps d'échange sur ces temps-là. Et sur les traits de personnalité, donc on est, somme toute, sur des choses assez classiques. Mais aussi avec l'expérience de nos professionnels au regard de la situation de handicap. Un temps d'évaluation médicale. Comme je vous l'ai dit, ce temps d'évaluation médicale, quelquefois, est refusé par l'agent considérant qu'il est suffisamment stabilisé. Et puis, une identification des pistes professionnelles et la réalisation d'enquêtes métiers afin de confronter les présentations dans un cadre concret de travail. Donc, vous êtes employeur, enfin, en tout cas, vous représentez les employeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à accueillir, dans le cadre de réalisation des enquêtes, les agents qui participeront à Recopro pour déjà avoir une piste concrète, une vision concrète d'une future situation de travail. Ensuite, on a un focus sur les temps individuels. Donc, ces temps individuels, comme je vous le disais, sont menés par le binôme référent. Donc, ces temps individuels sont importants et la confrontation aussi, la confrontation, le fait de croiser les regards pour le binôme référent sur une situation permet de mieux conseiller les agents qui pourraient quelquefois partir sur des projets qui seraient un peu complexes. Donc, on a vraiment ce temps-là. Recopro, c'est pas forcément un parcours de santé. Quand je dis ça, c'est effectivement, il y a des moments où c'est un peu compliqué pour certaines personnes, hein, donc les gens craquent un peu, mais donc on est en soutien psychologique dans cette période de transition. Et donc, nos psychologues savent intervenir sur ces moments un peu compliqués et complexes pour soutenir les agents dans ce parcours qui peut stresser, inquiéter ou rendre anxieux. L'accompagnement au changement est bien entendu inscrit dans ces temps individuels. Il y a la restitution de l'ensemble des tests, donc ça ne se fait pas en collectif, hein, c'est vraiment en individuel, donc ces données-là sont protégées. Et puis l'approfondissement de la réflexion, le suivi de stage, le plan d'action individualisé. Ce plan d'action individualisé, c'est vraiment là où on va se projeter avec les agents pour se dire quelles sont les différentes étapes qui vont vous permettre d'envisager la consolidation de votre parcours. Sur les temps de concertation, donc si on prend un temps, donc il y a les temps de concertation avec les employeurs, la NFH, donc c'est vraiment un temps fort hein, de la logique de co-construction. C'est des moments aussi où où l'agent peut se trouver en situation de stress, hein, c'est être face à son employeur à un moment donné sur une projection, sur un souhait fort, sur des projets qui sont peut-être pas très réalistes et qu'il faut aussi accompagner dans une plus grande réalité. Et donc, le fait de poser ça avec les employeurs et les représentants de la NFH, c'est vraiment un point important dans la poursuite du parcours, dans la réalisation du parcours. Donc, il me permet de faire un point intermédiaire concernant le projet, afin que l'employeur puisse prendre connaissance et articuler ses actions dans sa mise en œuvre et identifier les lieux d'immersion. Donc, on est donc sur des points d'interrogation sur
où on va réaliser le stage, comment on va avancer dans les mois ou les semaines qui viennent. Le deuxième temps de concertation permet de faire un bilan sur la formation. Donc là, on sera en phase finale de projet, échanger sur le plan d'action et réfléchir sur les possibilités de prise en charge des éventuelles formations. Et c'est ce qui vous sera présenté plus tard par Madame Richet à la fin de ce diaporama. Sur les phases d'immersion, donc on est encore sur des choses classiques, mais qui ont leur importance. C'est de confronter au terrain le ou les projets identifiés. Les stages d'immersion sont mis en place donc en concertation avec le binôme intervenant. Ils permettent de vérifier la faisabilité du projet. Je n'ai pas de souvenir sur les 72 personnes qu'on a accueillies qu'il y ait eu des stages d'immersion avortés. Il y a eu des stages un peu compliqués à mettre en place pour des agents qui n'étaient pas forcément en arrêt. Donc, pour certains établissements, c'est difficile de voir partir ailleurs un agent dans un autre établissement, dans un autre service, parce qu'il faut le remplacer, parce que voilà, au niveau organisationnel, c'est pas toujours simple, mais c'est incontournable dans le déroulé du dispositif. Donc, ils peuvent se réaliser dans l'établissement d'origine, dans un autre établissement de la fonction publique, dans une autre fonction publique ou dans une entreprise du secteur privé. Et donc, on a des agents qui ont été dans des entreprises du secteur privé quand ils nous ont réalisé leur stage sur l'île. Donc, voilà, donc c'est assez varié. Et donc, on demande aux personnes de bien poser l'idée de changer éventuellement de fonction publique, d'aller dans le secteur privé. Donc, c'est des enjeux forts pour les individus. On invite à réaliser plusieurs stages et nos intervenants visitent les stages en duo toujours pour analyser les situations de travail et déjà se projeter éventuellement dans une intervention nécessaire en ergonomie ou d'aménagement de poste pour l'avenir et pour la suite au niveau de leur projet. On vous a la phase de validation du projet de reconversion. C'est ce que je vous présentais en amont. Donc, c'est 2 journées collectives. Donc, c'est vraiment une logique de partage d'expérience. Donc, les gens reviennent de leur immersion de stage en entreprise. Donc, ils vont pouvoir dire comment ça s'est passé, s'enrichir mutuellement. Donc, ce moment-là, ce temps de débriefing, c'est vraiment un temps chez nous qui est important. Donc, on le fait aussi beaucoup dans nos autres dispositifs quand il y a un retour de stage en entreprise, d'immersion en milieu de travail. On laisse la parole aux représentants, enfin aux bénéficiaires, aux stagiaires, pour évoquer leur expérience, en parler, dire ce qui a été facile, pas difficile, riche. Donc vraiment, ça vient nourrir le collectif à un moment donné dans une projection vers de nouvelles pistes professionnelles. Bien entendu, il y a des rendez-vous individuels avec l'agent pour finaliser le projet de reconversion et puis on livre une synthèse écrite qui est remise à l'agent et à son employeur afin que l'employeur puisse poursuivre un accompagnement à la mise en œuvre du projet de reconversion. On vous a mis un modèle de planning qui rythme un peu le temps. Donc ça, c'est planifié. Donc, dans ce qui sera présenté par la suite, la planification sera arrêtée par des dates précises. Mais vous voyez à travers ces temps-là, donc, ce qui peut être présenté à l'agent, à un moment donné, c'est discuter sur le planning type avec le groupe pour dire à quoi ça sert, à quel moment, quel intérêt par exemple, si je prends le J7, l'atelier CV, lettre de motivation, qui peut paraître assez classique et un peu bateau de penser CV, mais on s'aperçoit que le CV, parler du CV, c'est pas forcément le rédiger, c'est parler de son parcours professionnel, c'est comment je valorise mes propres compétences, mes qualités, et donc c'est vraiment des moments importants au-delà de la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Donc ça, c'est ce qui sera remis au démarrage du dispositif avec des dates arrêtées.
pour permettre aux employeurs de savoir quand les agents sont en formation ou en entretien individuel. Je crois que j'ai terminé, hein. Me semble-t-il, Madame Richard. Oui, tout à fait. Vous avez terminé la présentation du dispositif. On peut peut-être aller jusqu'au bout de la présentation avant d'évoquer les questions qui ont été posées dans la conversation. Emmanuel et Émilie, je vous laisse prendre la main. Oui, alors en Picardie, on a prévu 2 groupes d'ici la fin de l'année. On pense donc démarrer un premier groupe dans l'Oise et donc pour la planification, on a prévu une réunion d'information collective le mercredi 30 juin matin. Ensuite, les entretiens de positionnement avec les agents auront lieu entre début juillet et fin août. Et on démarrera la formation, alors on est en train de finaliser le planning, mais à partir de mi-septembre. Et le groupe que nous envisageons dans la Somme, on démarrerait donc avec une réunion d'information collective sur la deuxième quinzaine de septembre. Et puis donc les entretiens de positionnement avec les agents se feraient début octobre et on démarrerait donc la formation vraisemblablement mi-novembre en fait. Émilie, tu veux présenter ce que vous faites Et donc pour notre part en Nord-Pas-de-Calais, donc le premier groupe en fait est programmé par une session sur l'île avec donc la réunion d'information collective qui va se tenir le 24 juin. Les entretiens de positionnement sont positionnés donc à la suite sur la période du 25 juin au 3 septembre. Et donc, le début de la formation va se faire donc, sur un mode présentiel à partir du 13 septembre. Pour le second groupe, donc nous y travaillons avec Céline Salé sur la base de vos remontées, donc il reste à définir pour le moment. Alors, on a aussi une précision sur la prise en charge. Pour information, ces groupes sont pris en charge sur les fonds mutualisés, que ce soit les coûts pédagogiques ou les frais de déplacement des agents. Et effectivement, Émilie précisait que le groupe de Lille est prévu en présentiel, mais les groupes en Picardie sont bien prévus en présentiel également. Parfait, merci beaucoup. Alors, hop, si... quelques points sur des questions juridiques qui sont souvent posées par rapport au départ en formation pour des agents qui ont des difficultés de santé. Un rappel de la réglementation, un agent en arrêt maladie peut partir en formation. Cette possibilité a été ouverte par la réforme de la fonction publique. Puisque dans son article 40, il est indiqué que pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Alors la particularité dans la rédaction de la loi, c'est que c'est le médecin traitant et non le médecin du travail ou le comité médical qui doit donner son accord pour le suivi de la formation. Et cet accord doit être obtenu pour que l'agent puisse commencer sa scolarité. Ce qui veut dire que pour un agent que vous souhaitez positionner sur le dispositif RecoPro, vous avez tout à fait la possibilité de le faire, bien qu'il soit en arrêt maladie. Alors, un petit point de vigilance, puisqu'on parlera après de la poursuite éventuellement de l'accompagnement des agents post-RecoPro, la situation d'arrêt maladie est incompatible avec un congé de formation professionnelle. C'est-à-dire si l'agent après souhaite se reconvertir et déposer une demande individuelle sur le CFP, pour le coup, là, il ne pourra pas être en arrêt maladie. Ça, c'est une question qui nous est souvent posée. Et puis, il y avait justement une question aussi qui était posée dans le chat sur la PPR. Donc oui, le dispositif RecoPro est compatible avec la période de préparation au reclassement dont le décret de mise en œuvre est sorti à la mi-mai. Alors c'est une coïncidence calendaire. On a effectivement le décret du 20 mai 2021 qui vient rendre opérationnelle la PPR dans la fonction publique hospitalière, sachant que dans la fonction publique d'État, cela fait 3 ans que le dispositif est opérationnel et dans la fonction publique territoriale, cela fait 2 ans que c'est applicable.
Alors, pour rappel, l'objectif de la PPR, c'est quand un fonctionnaire est dans un état de santé qui ne lui permet pas d'exercer son activité, vous avez la possibilité de lui proposer, après avis du comité médical, de lui proposer une période de préparation au reclassement. La période de préparation au reclassement a justement pour objectif de préparer, de qualifier le bénéficiaire à l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, et s'il y a lieu, en dehors de son établissement. Donc, on est bien sur un dispositif qui vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement, ce qui fait que quand on lit les objectifs de la PPR, on est complètement dans les objectifs aussi de Recopro. Et donc, Recopro, le dispositif de formation, peut correspondre à tout ou partie du projet qui aura été, que vous aurez défini avec l'agent dans le cadre de sa période de préparation au reclassement. Donc, si vous souhaitez des informations juridiques pour mettre en place la PPR pour certains de vos agents qui s'inscrivent dans Recopro, on a la possibilité de vous appuyer juridiquement sur vos projets. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez un avis juridique sur ce point-là. Alors, sur la question, donc on a vu quelques questions juridiques, vous en aurez peut-être d'autres durant le déploiement de Recopro, donc n'hésitez pas là encore à revenir vers nous pour qu'on puisse sécuriser un maximum les départs en formation. Et puis on sécurise aussi l'après-Recopro, c'est-à-dire que on finance cette période de reconversion pour l'agent qui peut aboutir à l'issue de Recopro à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel, soit que vous soutenez, ou soit éventuellement sur lequel l'agent se positionne plutôt sur un projet en dehors de votre établissement. Et donc, au niveau de la NFH, on a des fonds mutualisés aussi pour accompagner ce type de reconversion. Donc, on vous a mis le panorama des différents dispositifs mobilisables à la suite de Recopro. Bon, les responsables formation dans les établissements connaissent très largement les différents fonds mobilisables, mais on vous les rappelle ici. Si l'agent, à la suite du dispositif, souhaite mobiliser une étude promotionnelle, vous avez la possibilité d'en faire une demande sur nos fonds mutualisés, soit sur le FMEP ou soit sur le FQ et CPF, sachant que dans nos fonds mutualisés, on a une enveloppe qui est dédiée pour les études promotionnelles hors établissement d'origine. Donc, s'il s'agit d'accompagner les agents à évoluer professionnellement via une EP, mais que vous n'avez pas forcément le poste à l'issue, l'emploi à l'issue de l'étude promotionnelle, on peut le prendre en charge sur nos fonds mutualisés. On peut aussi vous financer les formations qualifiantes en dehors des études promotionnelles, également sur le FQ et CPF qui est dédié. On peut aussi donc favoriser la mise en place des compétences clés ou des compétences de base si cette formation-là est nécessaire pour que l'agent réembraye sur un nouveau projet de formation. Et puis, sur nos fonds mutualisés, on a quelques offres sur le plan d'action régional qui peuvent éventuellement parfois répondre à un besoin de formation post-Recopro. Et on a notamment quelques formations qualifiantes sur les achats, sur les techniciens d'information médicale, qui sont des parcours qualifiants que vous pouvez tout à fait mobiliser. Et puis enfin, si l'agent s'oriente plutôt vers un projet individuel de reconversion en dehors de votre établissement, vous pouvez tout à fait mobiliser le CFP. Enfin, l'agent peut mobiliser le CFP, vous donnez un accord pour une autorisation d'absence. Donc, vous voyez qu'on a quand même un panel sur nos fonds mutualisés qui nous permettent de sécuriser l'après-Recopro. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, si vous en êtes tous d'accord, c'est de passer au temps d'échange parce que vous aviez quelques questions qui nous ont été posées à travers le chat sur le dispositif. La première question était par le Cap Emploi de la Somme qui nous disait si voilà, ils accompagnent également des agents en situation d'inaptitude, en difficulté de santé. S'ils doivent orienter des agents sur ce dispositif, comment faire? Alors, au niveau de la démarche, vous devez vous orienter vers l'établissement employeur
et éventuellement faire la promotion de ce dispositif, puisque maintenant vous en avez connaissance, et indiquer à l'employeur qu'il a la possibilité d'inscrire cet agent sur notre dispositif RecoPro. Et éventuellement, vous pouvez aussi nous en informer pour que nous, on fasse le lien aussi avec l'employeur et qu'éventuellement, on représente le projet si besoin. Une autre question, et je vais la poser du coup à Monsieur Robert, qui a été posée par Brigitte Rançon, qui souhaitait avoir quelques compléments d'informations sur le déroulement des séances collectives. Elle posait la question justement des séances collectives. Est-ce qu'elles se déroulent dans l'établissement, notamment quand un établissement inscrit plusieurs agents? Est-ce que les séances collectives se déroulent dans l'établissement ou en dehors? C'est quelque chose qui a fait débat entre la NFH et nous, et puis aussi les intervenants. Donc, on souhaite éviter qu'il y ait trop d'agents d'un même établissement, en tout cas de gens qui se connaissent trop. Hein. Donc ça, sur un groupe de 12 personnes, qu'il y ait 3 agents d'un même établissement, c'est pas un souci en soi. Mais je pense que ça serait compliqué de se retrouver avec 12 agents d'un même établissement, parce que ça ne permet pas une sécurité nécessaire dans les échanges. Donc, on doit pouvoir avoir des agents venant d'horizons divers pour constituer un groupe qui se sente pas en sécurité, mais en tout cas, il y a vraiment, on sait hein, que dans les environnements de travail, il peut y avoir des difficultés de relations ou de confiance. Donc, vraiment, je pense que pas plus de 3 à 4 agents par établissement, c'est une bonne chose. Ça permet aussi à chacun aussi de voir ce qui se passe ailleurs, comment ça se passe ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est un élément important. Il y avait autre chose dans la question que j'ai pas retenu. J'ai une petite mémoire. Hors établissement, les séances se déroulent-elles au sein de l'établissement? Donc, l'UGCAM des Hauts-de-France s'appuie sur le réseau de l'assurance maladie. Donc, on va intervenir sur les différents territoires, sur des lieux qui sont des locaux de l'assurance maladie. Donc, ça, vous serez tenu au courant très rapidement sur le lieu d'intervention. Donc, ça se fera hors les murs. J'ai répondu à la question, je pense. Oui, je pense également. Alors, on a également une question de Patricia Dugénie qui a d'ailleurs posé 2 questions. La première, c'est est-ce qu'on doit, et si l'analyse de compétences ou l'évaluation des aptitudes ne donne pas satisfaction, que fait-on? Je laissais ma collègue, Madame Ferrier, évoquer ça, elle est plus spécialiste que moi. Donc l'analyse des compétences et l'évaluation des aptitudes, si ça ne donne pas satisfaction par rapport à quoi? Pardon. Est-ce que j'ai loupé le début? Donc c'est par rapport à un plan d'action éventuel, par rapport à un projet. Dans tous les cas, donc la co-construction avec les prestataires permet de travailler sur des projets alternatifs et l'évaluation des aptitudes en tant que telle va être utile, par exemple, pour évaluer le pronostic de réussite éventuelle sur une formation qualifiante. Après, dans tous les cas, les psychos qui accompagnent vont travailler aussi avec l'employeur sur les postes éventuels. S'il y a un trop grand écart, de toute façon, ça fait partie de leur job que d'accompagner les personnes pour s'orienter vers d'autres projets alternatifs. Mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait eu ce type de problème. L'évaluation des aptitudes en tant que telle, de toute façon, elle se travaille au regard des postes de travail envisagés ou des pistes de formation envisagées ou envisageables. Et donc, l'ajustement se fait progressivement au cours de la session, tant dans l'accompagnement individuel que collectif. Oui, puis il y a plusieurs phases pour sécuriser le projet, puisqu'il y a un temps avec l'employeur, les agents en milieu de parcours. Et puis, vous encouragez aussi vivement les agents à faire des stages dans des lieux, dans des environnements différents.
justement pour tester plusieurs options. Mais c'est aussi dans l'échange du groupe que les choses se font. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avaient des projets qui pouvaient paraître un peu surdimensionnés par rapport à leurs aptitudes. C'est aussi entre agents que les choses se jouent. Il y a des choses qui se discutent aussi dans la dynamique collective pour ramener à des réalités et des projets réalistes à un moment donné quand il peut y avoir un projet un peu surdimensionné. Après, je reviens juste sur les aptitudes en général. Parfois, on peut avoir des craintes sur effectivement l'adéquation entre les aptitudes de la personne et le poste envisagé. Mais là, je dirais, c'est au regard de la situation de la personne, il y aura toujours aussi étude de quels sont les aménagements possibles. Si je prends des parallèles sur des formations que nous, on dispense, on va avoir des personnes avec des grandes difficultés de lecture du fait de certaines situations de handicap. Donc, dans l'absolu, on pourrait dire la personne ne peut pas accéder à la formation. Or, à chaque fois, on regarde qu'est-ce qu'on peut adapter dans l'environnement pour permettre, pour voir si avec certaines adaptations, la personne peut quand même acquérir les compétences nécessaires par rapport à une formation qualifiante, par rapport à un poste de travail. Donc, voilà, à chaque fois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ou sans adaptation de l'environnement pour favoriser la mise en œuvre du plan d'action. Ok, très bien. J'espère qu'on a répondu à votre question, Madame Dugénie. Vous en posez une seconde sur doit-on avoir positionné des agents préalablement à la réunion d'information collective? Emmanuel, vous souhaitez répondre peut-être sur les modalités d'inscription? Excusez-moi, j'étais en train de caler la vidéo. Alors, en fait, sur le positionnement des agents, bon, vous allez déjà avoir un premier échange avec eux, mais le but aussi de la réunion d'information collective, c'est de leur présenter les choses, que le prestataire puisse aussi leur présenter les choses, et puis que les choses se minent dans l'esprit de l'agent. Donc, une fois que vous êtes assuré que l'agent est partie prenante pour un dispositif collectif, puisque ça, c'est quelque chose qui ne change pas, qu'il vous semble que l'agent est en posture au niveau de sa santé de pouvoir suivre une formation. C'est intéressant de pouvoir participer à cette réunion d'information collective avec lui. Et puis aussi, à l'issue de la réunion d'information collective, il y a toujours ces temps d'échange individuel entre le prestataire et l'agent pour affiner le positionnement. Donc, ce positionnement, il se fait en plusieurs étapes. Vous présentez des choses, vous en discutez avec l'agent, vous participez à la réunion d'information collective et seulement à la fin des échanges individuels entre le prestataire et l'agent et éventuellement avec vous, puisque le prestataire pourra peut-être revenir vers vous s'il y a besoin, dans ce temps-là, on arrivera sur un positionnement définitif. Merci. Emmanuel, quelques questions sur le financement. Le Recopro est financé sur le 4%, le plan d'action régional. Donc, on est bien sur un financement sur les budgets, les fonds mutualisés régionaux. Madame Durlakiewicz indique que le CFP veut dire financement plan de formation. Mais non, le CFP, c'est le congé de formation professionnelle. Il est donc financé sur le 0,2%, qui est un fonds mutualisé régional. Il y a souvent l'amalgame, parce que les acronymes sont quand même très proches, avec le CPF, le compte personnel de formation, majoritairement financé sur le plan de formation des établissements. Mais là, en fait, dans ce que je vous ai présenté, je vous ai vraiment présenté ce qui pouvait être pris en charge post-Recopro, à savoir sur nos fonds mutualisés, à savoir sur le 0,6 FMEP, sur le FQ et CPF, le Z de 7,1%, sur le 4% régional et sur le 0,2%. Je n'ai pas évoqué la partie plan de formation.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les budgets? Donc ça, on y a répondu pour Madame Costenoble. Peut-être sur les budgets, donc la prise en charge sur les fonds mutualisés ou sur les autres fonds mutualisés concerne uniquement, donc, en tout cas pour le 4%, la prise en charge des frais de formation. Hein. Par contre, sur les autres fonds mutualisés, FMEP et fonds CANIF, ça relève de la prise en charge complète d'un dossier de formation. Pour ce qui concerne la prise en charge sur le 4% des frais pédagogiques, il y a le cofinancement sur le plan de formation concernant les frais de traitement. S'il y a valorisation des frais de traitement. S'il y a valorisation des frais de traitement, évidemment. Alors, par rapport aux autres questions qui ont été posées, y a-t-il une limite d'âge pour... Alors, il y a plusieurs questions sur l'entrée. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour participer à Recopro? J'ai vu aussi, est-ce que tous les statuts sont concernés? Car à un moment donné, j'ai évoqué le fonctionnaire. J'ai évoqué le fonctionnaire pour la PPR, qui est un dispositif de reclassement du fonctionnaire. Mais Recopro est ouvert à l'ensemble de vos agents au sein de votre établissement, quelle que soit leur situation contractuelle. Et par rapport à la limite d'âge... Si je peux me permettre, oui. Nathalie, il y a juste un dispositif qui ne nous permet pas d'accompagner les agents dans le cadre de Recopro, c'est quand les agents sont en disponibilité pour raison de santé. Une limite d'âge pour participer à Recopro au niveau de votre retour d'expérience? Vous posez la question à qui? Au niveau du Nord-Pas-de-Calais, alors soit à vous, ou soit... Au niveau du Nord-Pas-de-Calais, la question ne s'est pas véritablement posée, hein, de limite d'âge. Monsieur Robert, en fonction du public, vous avez pu accueillir dans l'accompagnement formation? Non, on n'a pas mis de limite d'âge, donc il n'y a pas eu de question autour de ça. Je pense qu'il ne faut pas en fixer, à mon avis, ce serait discriminant. Du moment que le projet de reconversion soit compatible avec la possibilité de le mettre en œuvre, mais hormis cette recommandation-là qui semble être logique, on n'a pas fixé de limite. Parmi les autres questions, on a positionnement parle-t-on d'inaptitude, reclassement ou aménagement de poste? Alors, positionnement, je pense que c'est par rapport à l'entretien qui a lieu en début de formation. Je ne comprends pas très bien votre question, Madame Patrice. Si vous souhaitez la poser à l'oral. Alors, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si... Vous mettez dans votre question... Vous avez plusieurs questions sur soit le positionnement, est-ce qu'on parle d'inaptitude, reclassement ou aménagement de poste? Évaluation médicale, qui la pratique? Et stage, question des prestataires. Si vous pouvez intervenir à l'oral pour poser vos questions, on vous donne la parole. Ah, elle n'a pas de micro. Ah. Sur le positionnement, peut-être que la question, la question, elle est un peu d'ordre statutaire, mais en fait, on ne se pose pas forcément la question dans ce sens-là au départ. Je pense on intègre en fait tous les agents qui ont des difficultés de santé, quel que soit le degré d'aptitude ou d'inaptitude de l'agent et quelle que soit la finalité de reclassement ou d'aménagement de poste, puisque au départ, on ne le sait pas forcément. Donc, en termes de positionnement, ce sont des agents qui ont des difficultés de santé et qui sont donc en difficulté pour exercer leurs fonctions, je pense. Je ne sais pas si ça répondra à votre question.
D'où aussi l'intitulé, si je me permets aussi d'intervenir, l'intitulé choisi pour l'action RecoPro, de facilitation du projet de reconversion professionnelle pour des agents ayant des difficultés de santé, pour vraiment pouvoir englober toutes ces dimensions. Tout à fait. La RQTH n'est pas nécessaire pour intégrer le dispositif. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé n'est pas nécessaire. Alors, peut-être que Monsieur Robert, vous pouvez répondre sur la question de qui pratique l'évaluation médicale. L'évaluation médicale sera pratiquée par les médecins de nos établissements. Donc, en fonction des situations, il pourra peut-être y avoir un entretien infirmier à l'entrée sur le dispositif, mais dans tous les cas de cause, c'est les médecins des établissements qui vont pratiquer ce temps d'évaluation médicale. Ok. Une question par rapport de Madame Durlakiewicz, est-ce que le transport peut toujours être pris en charge quand l'agent dans une situation de handicap ne peut se déplacer avec les moyens de transport personnels ou en commun? Quand un agent participe à une session de formation, on prend en charge les frais de déplacement, donc on pourra prendre en charge les frais de déplacement particuliers en lien avec le handicap de l'agent. Donc ça, pas de problème pour les prendre en charge. Et puis, vous évoquiez également, c'était Madame Costonob qui évoquait s'il existait une enveloppe FIP, parce qu'au niveau du Nord-Pas-de-Calais, vous aviez bénéficié de cofinancement FIP à l'époque du déploiement. On est en train justement de travailler avec le national pour inscrire cette formation dans le cadre de la convention nationale ANFH FIP. Donc ça, c'est en cours, mais pour vous, on va dire, ce sera transparent, puisqu'on vous indique que c'est financé sur nos fonds mutualisés régionaux, et on essaiera justement de trouver, dans le cas des fonds mutualisés régionaux, des cofinancements avec des partenaires. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce que vous en avez vu d'autres de votre côté? Oui, il y a une question sur est-ce que les agents en temps partiel thérapeutique peuvent intégrer RecoPro? Oui, au même titre qu'un agent en arrêt maladie, on est sur les mêmes dispositions. Et un besoin de précision sur le profil des différents intervenants dans ce parcours, parce que les agents posent souvent la question. Moi, je vais parler des profils du centre lillois. Je laisserai Madame Morel évoquer les profils du centre La Molière, mais pour notre établissement, on a des psychologues, alors soit à tendance psychoclinique ou psycho du travail, mais il y a toujours, ça faut que vous l'entendiez, il y a toujours cette dimension d'accompagnement à l'insertion au projet professionnel. Donc, dans l'intervention de nos psychologues, qu'ils soient cliniciens du travail ou psychologues ergonomes, il y a toujours cette dimension qui s'agite ou qui les agite sur la conduite vers la notion de reclassement, de reconversion, de réorientation. Donc, ils sont outillés pour ça. Bien entendu, ils ont cette dimension aussi d'intervention. Alors, j'aime pas trop le terme, mais c'est d'intervention clinique, mais en tout cas de psychologie de soutien dans les moments de changement qui sont un peu complexes, qui permettent aussi de passer des moments difficiles. Voilà. Ok. Donc pour le côté effectivement centre La Molière, hein, même équipe à Berck, un binôme entre psychologue clinicien et psychologue du travail, effectivement, parce que dans la visée projet professionnel et le soutien psychologique qui est nécessaire auprès de l'agent dans cette phase vraiment de cheminement et de remise en question, avec bien sûr l'appui ici d'une équipe en interne constituée effectivement également de psychologues, médecins, infirmières, ergothérapeutes,
assistante sociale, mais ça, c'est vraiment le propre d'un établissement de réadaptation professionnelle comme le centre lillois et le centre La Molière, et avec effectivement en fait des équipes qui vont intervenir, hein, que ce soit antenne de Lille ou antenne de Berck, une équipe constituée, des équipes constituées qui interagissent également ensemble avec un langage commun, comme le disait Monsieur Robert tout à l'heure, sur l'approche modèle développement humain, processus de production du handicap, puisque c'est vraiment la personne qui est prise en compte dans son environnement, quelle que soit la dimension. Alors, on avait aussi une autre question qui était venue de Madame Patrice. Qui trouve les lieux de stage? Monsieur Robert, au niveau des lieux de stage, comment ça s'organise pour que l'agent trouve plusieurs lieux de stage? Vous vous rappelez que dans le déroulement du dispositif, il y a un comité de suivi à un moment donné. Donc, il y a un premier comité de suivi, on va parler des stages d'immersion. Donc, quand on va rencontrer les différents employeurs, on va venir vous chercher sur des lieux possibles de stage et d'immersion, si ça se passe sur un établissement, un NFH. Après, si le lieu de stage se situe à l'extérieur de la fonction publique, dans le privé, etc., nos établissements ont des réseaux sous les entreprises privées qui permettent d'orienter les agents. Et puis, souvent, les agents sont autonomes dans ce questionnement-là et donc ils cherchent aussi par eux-mêmes. Mais on sera toujours en soutien et en veille pour que le lieu d'immersion soit probant, en tout cas soit suffisamment éclairé pour que les choses se passent correctement. Mais du coup, c'est l'agent qui recherche ces lieux de stage? Ça va être, et vous l'appuyez? c'est multicanal. À un moment donné, si un agent est en difficulté par rapport à la recherche, effectivement, on va appuyer et donner les éléments de connaissance de milieu d'immersion. Mais on ne va pas chercher, nous, automatiquement. Ça, c'est des choses qui se discutent dans le déroulement du dispositif. On est sur le parti pris de dire à un moment donné, on n'abandonne pas les gens, ça c'est clair, on les soutient, on sera toujours présent. Donc il y a toujours un filet de sécurité. Par contre, à un moment donné, je pense qu'il est plus satisfaisant, alors surtout pour ce type de formation, que les agents trouvent par eux-mêmes et puissent négocier, ce qu'ils soient aussi déjà, quand ils sont dans l'étape de négociation d'un lieu d'immersion, c'est qu'ils ont commencé à construire leur projet. Donc, ils ont commencé à intégrer leur projet professionnel, leur nouveau projet. Et donc, c'est eux-mêmes qui peuvent en parler le mieux et puis arrêter l'idée d'aller dans un lieu ou dans un autre. Mais on ne se désengage pas. C'est-à-dire que, pour notre part, on a un vivier d'entreprises publiques et même et privées, mais on sera toujours en soutien si jamais il y a une difficulté. Il n'y aura pas de souci pour qu'on trouve le lieu qui convient. Donc là-dessus, on a des positions qui sont variées. Ok. Et le retour d'expérience qu'on a sur le Nord-Pas-de-Calais et ce qu'on peut voir sur les comités de suivi, c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, l'agent est vraiment acteur sur ces parties-là et les conseillères sont vraiment vigilantes en fait sur ça. Mais elles ont effectivement un réseau vers lequel elles peuvent orienter les agents et où elles restent effectivement vigilantes au cas où un agent serait un peu coincé dans ses démarches. Parfait. Une intervention de Madame Costeneuve concernant les financements, à nouveau sur les conditions d'éligibilité, je pense au financement FIP. Comme je vous le disais, la convention FIP va permettre de financer la formation RecoPro à ce stade. Et ensuite, on a d'autres fonds mutualisés pour financer la suite des parcours. Voilà, donc peut-être que vous indiquez que le dispositif est super, mais le après, lorsqu'on n'en a pas de financement, les projets tombent à l'eau.
Bon, il nous semble qu'au niveau régional, on arrive quand même à trouver pas mal de financements régionaux pour essayer de financer la suite des projets. Et en tout cas, on essaiera de faire le nécessaire avec vous, en lien étroit avec vous, pour faire en sorte justement de réussir à trouver les financements. Je crois qu'il reste une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est celle de Pauline Ginvert-Suren à Beauvais sur l'articulation possible avec le conseil en évolution professionnelle. Alors, sur le conseil en évolution professionnelle, effectivement, en qualité de conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez tout à fait avoir des entretiens avec des agents qui sont dans cette situation. Donc, pour moi, le dispositif RecoPro est un outil pour les conseillers en évolution professionnelle pour orienter les agents qui ont des projets de reconversion ou d'évolution professionnelle. C'est une prescription supplémentaire, un outil supplémentaire que vous allez avoir dans votre boîte à outils en tant que conseiller. J'espère que vous partagez ce point de vue, Pauline. Alors, je pense qu'on a dû voir toutes les questions qui avaient été posées. En tout cas, merci beaucoup. Oui, la prescription se fait, l'inscription dans la démarche de RecoPro, c'est bien l'employeur qui l'a fait. Et du coup, c'est à vous de présenter le projet RecoPro à l'agent et de l'inviter à participer à la première réunion d'information collective. Alors, cet accompagnement demande beaucoup de temps, effectivement, et on est bien conscient que les agents qui sont en difficulté de santé ont besoin d'un accompagnement important, qui prend du temps. On essaye du coup de vous suppléer à travers cette formation justement pour vous accompagner dans le processus d'accompagnement des agents qui rencontrent des problématiques de santé. Est-ce qu'on a des supports de présentation? On a la fiche pédagogique, la fiche formation qu'on peut vous transmettre. On n'a pas de plaquette de com pour le moment, on a juste la fiche formation. Mais qui est plutôt complète et qui reprend les critères de positionnement, le public, et qui, je pense, peut vous être d'un bon support pour en parler aux agents. On vous l'enverra. Oui, par contre, je crois qu'on ne l'a pas envoyé, donc on vous l'enverra après la présentation. On peut peut-être passer à la suite pour qu'on puisse être dans les délais. On voulait vous présenter donc une vidéo qui a été réalisée par le PSM de Lille et qui présente le dispositif. Faut vous caler à 3 minutes 18, Nathalie. D'accord. J'espère que ça va marcher. Il faut descendre un petit peu, c'est pas celle-là. Il faut descendre un petit peu. Et emploi et handicap. 3 minutes 18 ? Oui. On n'entend pas. Alors, attendez. Hop, je me cale déjà. Et on n'entend pas. Hein. Alors, on n'a pas le son. On n'a pas le son, non. Et pas le son. Tac. Vous allez me dire si ça va mieux.
On n'a Non. pas le son. Bon, alors là, je ne sais pas comment faire s'il n'y a pas le son, parce que moi, j'ai le son. Ah. Toc, toc, toc. J'ai mes haut-parleurs qui sont complets. Là, j'ai mis le son. Du coup, j'ai pas de solution. Ah, bon. Je vois Madame Patrice qui n'a pas de son de toute façon, a priori. Sinon, on peut peut-être envoyer la vidéo aux participants. Elle est très courte, elle dure 2 minutes, mais c'était un témoignage intéressant. Bon, désolée. Désolée sur ce point-là. Je pensais que ça allait marcher. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer au témoignage. Je vais laisser la parole à Madame Diolakiewicz, du centre hospitalier de Douai, pour nous faire un retour d'expérience du déploiement de Pro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc oui, je me présente, je suis Madame Diolakiewicz, je suis responsable du développement professionnel au centre hospitalier de Douai et j'ai également pour mission le CEP, le conseil en évolution. Donc ça fait lien un peu ce qui a été dit là en conclusion. Et en fait, ça fait partie du contexte de notre établissement de s'être engagé dans cette démarche en 2017 sur ce nouveau dispositif. En effet, c'est un outil qui nous a permis de proposer à une cible qui aujourd'hui avait ou un handicap ou un retour à l'emploi difficile ou en tout cas une possibilité d'avoir un dispositif nouveau à proposer. Ça nous a permis de réunir tous ces sujets. Alors, le contexte, en effet, c'est la cellule reclassement qui sélectionne les agents qui pourraient être présélectionnés. Et ensuite, moi, je fais le lien avec ces agents définis par une réunion d'information sur ce dispositif. Alors, il y a 3 ans, on avait une réunion qui est celle-ci sur en quoi consistait ce dispositif, qu'est-ce que ça pouvait apporter à notre établissement. Et en effet, une présentation a été faite au sein de l'établissement en lien avec la cellule reclassement. La cellule reclassement étant composée du responsable ressources humaines, du référent handicap et du médecin du travail. Mon rôle, en effet, est d'accompagner l'agent dans ces nouveaux dispositifs et de l'accompagner jusqu'au parcours final, la formation éventuelle suite à ce parcours des 6 mois. Donc nous, on y a trouvé un intérêt forcément puisque il nous manquait la partie un peu prise en compte du handicap ou en tout cas la personne en arrêt maladie avec un retour difficile à l'emploi. Pourquoi? Parce que les bilans de compétences aujourd'hui sont faits par des organismes, par exemple lambda, mais ne prennent pas forcément en compte le handicap. Donc pour moi, c'était un frein et le parcours ou le projet professionnel s'arrêtait souvent après ce bilan. La présentation qui nous avait été faite, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question des intervenants, c'est qu'il y a des profils que nous, on n'a pas. On n'a pas cette mission non plus d'être psychologue du travail, ou en tout cas d'avoir ce profil spécifique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'agent est vraiment entouré dans ce dispositif de tous les intervenants qui va lui faciliter la construction de son projet professionnel. D'autre part, il y a une espèce de neutralité aussi. Moi, j'y tiens parce que l'agent qui se reconvertit, déjà, c'est difficile. D'en parler au sein de son établissement en ressources humaines, parce qu'on a quand même l'étiquette RH, c'est difficile. Et le fait d'être accompagné dans une autre structure, tout en étant à côté de lui, ça le rassure aussi. Et ensuite, le fait d'être en suivi avec l'UGCAM, c'est-à-dire d'avoir les retours du parcours de l'agent, c'est très intéressant aussi puisque on entend ce que le projet, enfin l'agent a comme projet et on peut anticiper les départs en formation par exemple ou les projets de formation qui vont aboutir. Alors le CH de Douai a suivi 6 agents depuis 2017.
avec donc les parcours 6 mois, ils ont abouti. Et ensuite, avec des résultats très positifs, puisqu'on a eu des nouveaux prises de poste, c'est-à-dire vraiment une reconversion totale des agents. Donc, on peut partir d'un agent logistique en pharmacie vers un agent administratif au sein du centre hospitalier. Donc là, on est resté sur une reconversion au sein de l'établissement. On a eu également, par exemple, un aide-soignant qui était animateur en EHPAD, qui s'est inscrit dans ce Recopro, mais qui a pu bénéficier de la retraite anticipée. La retraite fait partie aussi du projet, même si ce n'est pas un projet professionnel, ce n'est pas une reconversion, mais ça permet à l'agent de se dire il y a une fin en quelque chose et on peut aussi retravailler après une retraite pour invalidité. Ça veut dire qu'il peut construire malgré tout un projet pour le après. Ça en fait partie aussi. Et dans cette information qui est faite auprès de l'agent, la cellule retraite intervient aussi, notamment au niveau de l'invalidité. Le dernier exemple est très concret parce que pour moi, c'est vraiment la réussite du projet, c'est de partir d'une AS qui ne peut plus reprendre son emploi, qui a une inaptitude et qui aujourd'hui va partir en formation jusqu'au mois de février pour se reconvertir à un autre métier complètement différent, gestionnaire paye. Et ce financement a pu être validé au niveau du fonds de qualification. Donc là, on est vraiment rentré dans la démarche totale, c'est-à-dire d'un parcours où l'agent, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il se reconvertisse et que c'était bien pour lui. L'accompagnement pendant 6 mois avec un retour avec l'UGCAM sur les profils, le profil et puis le métier. Vous avez désactivé votre micro, Madame Zolakiewicz. Il s'est désactivé tout seul. Il n'y a pas très longtemps. Hein. D'accord. Alors, pour vous dire que en fait, ça montre que si on tire vraiment le projet dans son exhaustivité d'un départ en septembre 2019 sur un parcours Recopro et à aujourd'hui, la personne va partir en formation et va pouvoir, je l'espère, obtenir son titre diplômant. C'est financé au niveau du fonds de qualif, donc on utilise vraiment les fonds qui nous sont proposés. Et la personne aujourd'hui pense même travailler ailleurs, donc il y a un départ envisagé suite à la formation. Alors, ce n'est pas systématique, on est d'accord que le projet, ça peut être de la GPMC, mais ça peut être aussi voilà, avoir un autre projet professionnel ailleurs et donc d'avoir une mobilité. La mobilité, aujourd'hui, on en parle beaucoup, on essaye d'ouvrir aussi les personnes dans cette perspective. Et plus ce parcours est suivi, plus la personne prend en charge son projet. Et en effet, les acteurs du GCAM travaillent à ce deuil du métier, à cette ouverture, nous aident beaucoup aussi dans la recherche des stages, puisque nous, on intervient très peu. Et l'agent prend vraiment son parcours en main et cherche lui-même ses stages. On évite aussi de le faire au sein d'établissements justement pour qu'il ait une ouverture et peut-être même des propositions pour le après. Et on lui explique tout cela en accompagnement. Donc notre rôle de CEP, je fais le lien vraiment parce que c'est l'accompagnement, puisqu'on utilise les dispositifs et le dispositif qui nous est proposé rend remplit toutes les cases par rapport, donc je le répète, au handicap, à la personne en arrêt de travail et qui ne peut pas revenir à son emploi, aux inaptitudes. Et la cellule reclassement peut trouver des perspectives de mobilité et d'évolution sur cette cible qui, il y a quelques années, on avait quand même des difficultés de les faire partir en formation ou en tout cas que l'agent prenne en main son projet. Donc vraiment pour nous, c'est un dispositif très intéressant. On l'utilise dans toutes ses possibilités. Là, on va rentrer donc dans une deuxième utilisation. Alors c'est vrai que j'avais entendu parler d'une possibilité de décentraliser un petit peu sur les sites des employeurs. Alors, on a quelques freins et j'aimerais quand même en parler parce que ça peut faire partie aussi des évolutions. C'est que la personne aujourd'hui, quand on lui explique l'accompagnement, il est d'accord. Une fois qu'on lui dit que ça va se passer à Lille, même si c'est pas très loin pour nous, employeurs, pour lui, ça peut être un frein. Vraiment de déplacement par rapport à son incapacité, socialement, est-ce qu'il a les moyens de se déplacer jusque-là?
Et ensuite, pour lui, Lille, c'est vraiment très, très loin. Donc, c'est pour ça que le transport, si on peut le favoriser. On avait même proposé, ça c'est quelque chose qui fédère aussi un groupe, quand plusieurs personnes du centre hospitalier vont au même endroit, on a proposé que le transport se fasse en commun. Donc, on a proposé des véhicules, on a un minibus. Et ça a commencé aussi de fédérer un petit groupe au sein de l'établissement pour qu'ils puissent partager, qu'ils ne se sentent pas seuls. Ça, c'est le côté un peu social, accompagnement aussi. Et ça a été très, très bien perçu. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, nous, vous faire partager aussi comme expérience. L'agent ou le groupe d'agents qui va être sélectionné et revu en amont avec un accompagnement de la cellule. On les accompagne aussi à la réunion d'information, très important qu'ils ne soient pas tout seuls. Donc moi, je les accompagne systématiquement parce que après, je prends vraiment le relais de l'accompagnement. Mais le médecin du travail, s'il peut être présent, c'est encore mieux parce que justement, il y a la partie aussi médicale qui est convenue dans le parcours Ocopro. Et en effet, c'est important de dire qu'il sera reçu par un médecin par rapport à son problème médical ou d'incapacité. Et que le médecin du travail du centre hospitalier soit au courant de la démarche. C'est un très bon lien quand la cellule reclassement se réunit et peut aussi parler de l'évolution. C'est-à-dire qu'on est vraiment plusieurs sur le dispositif. Moi, je suis là juste pour après apporter les nouveautés ou faciliter. Mais si tous les acteurs sont présents, c'est parfait. Le référent handicap a été présent aussi cette année. Il a fait partie des retours des parcours où justement à ce moment-là peut-être utiliser les autres fonds concernant le handicap. Là, je laisse vraiment la partie référent s'en charger. Et moi, je peux croiser avec les dispositifs ANFH ou fonds de qualif. Et ensuite, si le responsable aux ressources humaines qui va aussi coordonner la partie GPMC, retour à l'emploi, maintien à l'emploi, peut être présente, là, vraiment, on réunit tout le monde autour de la table par rapport à un projet d'agent. Et tout le monde peut intervenir pour faciliter et avoir une finalité positive, aussi bien pour l'employeur que pour l'agent. Voilà. Donc, le contexte avait été établi, donc je rappelle, au niveau du CEP et puis des différents dispositifs existants en lien avec la cellule reclassement. Ça, c'est vraiment le contexte CH Douai. On a quelques freins, donc je vous dis par rapport au transport. Et ce qui est important, c'est l'échange que nous, on peut avoir aussi avec les agents, bien les sensibiliser à ce parcours, bien en amont. Comme ça, une fois arrivé à la réunion de présentation, à la fin de la réunion, il est indiqué qu'ils peuvent candidater ou en tout cas s'inscrire. Ça facilite quand même l'inscription. Nous, on a été là vraiment jusqu'à cette fin de réunion en leur disant « Allez-y, tentez l'expérience ». Après, là, il y a quelquefois aussi un frein sur ce fameux entretien qui fait peur, puisqu'ils sont tout seuls à ce moment-là et qui doivent motiver leur demande. Alors nous, on a aussi instauré au sein de l'établissement des préparations à l'entretien. La préparation au moins à la présentation de son parcours, parce que c'est aussi alors là, on est sur toutes les cibles. C'est aujourd'hui passer un entretien, quand on ne l'a pas fait depuis longtemps, c'est très difficile. Donc, préparer à l'entretien, même pour motiver sa demande, ça peut être important parce que quelquefois, voilà, ils n'ont pas pu s'exprimer et c'est peut-être dommage parce que la personne était prête. Donc ça, on y travaille aussi, mais moi, c'est des choses que je vois après coup et que je peux inclure dans mon plan de formation puisque j'ai la main sur le plan de formation et sur les actions à mettre en place. Ça permet aussi de faire des propositions nouvelles à tous les agents parce qu'un jour, on pourra être confronté à cette reconversion professionnelle et ça peut être bloquant. Voilà de ce que je pouvais dire au niveau. Et alors aujourd'hui, vu qu'on est sur après 3 ans, il faut savoir qu'il y a des agents aujourd'hui qui ont entendu parler de ces parcours, que les agents qui ont suivi les parcours ont pu échanger avec des collègues et qu'aujourd'hui, on a vraiment l'effet positif, c'est le boule de neige qui fait qu'aujourd'hui, les agents nous appellent en disant est-ce qu'il y a un parcours Ocopro prévu parce que j'aimerais bien y participer. Donc là, ça veut dire aussi que ça a fonctionné, qu'on a des retours positifs surtout, et qu'ils sont en demande. Donc moi, en gros, j'ai plus qu'à prendre un peu ces retours et puis d'en faire repart à ces reclassements qui les ont déjà pré-identifiés
Et moi, j'étais en attente de ce nouveau marché, en effet, parce que j'avais sollicité la Nefage pour savoir s'il y avait un nouveau marché dans ce cadre-là. On m'avait dit que oui. Donc, c'était forcément en attente puisqu'aujourd'hui, on va presque doubler la proposition des agents. On a déjà 6 personnes qui sont intéressées. Et le dispositif permet après, au fil de l'eau, d'inscrire et d'avoir d'autres sessions qui vont être proposées au cours de l'année. Donc, ça veut dire que nous, on va pouvoir aussi envoyer un peu plus d'agents. Alors après, on va se limiter aussi parce moi, je veux que ça reste de qualité, qu'on arrive à suivre tout le monde dans ces parcours et qu'on puisse répondre au maximum. Donc, on va aussi se limiter parce qu'il ne s'agit pas de juste d'inscrire, il faut aussi accompagner derrière. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut tenir et sur les 6 mois du parcours. Donc, si après on enchaîne 6 plus 6, on est presque sur un an d'accompagnement. Donc après, il faut être en capacité, parce que moi, je serais déçue de ne pas pouvoir après suivre les personnes et pas de leur donner la possibilité de partir dans un congé de formation. En effet, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai confondu CPF, mais parce qu'on est en plein dedans aussi et que aujourd'hui, c'est des questions qui reviennent aussi sur les agents. Donc, il y a un petit peu un amalgame, mais je parlais bien du congé de formation. Donc, le financement est prévu. Et puis de tous les dispositifs aujourd'hui qu'on peut mettre en place. Les EP aussi, on a une politique EP aujourd'hui avec des besoins identifiés. Mais je pense que la partie qui reste à développer au sein des établissements, c'est l'EP, mais hors établissement, qui va permettre aussi de reconvertir des agents qui sont en difficulté aujourd'hui, mais qui pourraient partir sur des EP, et sachant qu'on a les financements. Donc ça, c'est aussi des politiques à développer au sein. Donc impulsion souvent du plan de formation et là où se déclenchent toutes les demandes, mais il s'agit aussi de bien expliquer les différences entre tous ces dispositifs, parce que nous-mêmes on s'y perd quelquefois, et que l'EP, c'est l'EP dans l'établissement parce qu'on a besoin d'une étude promotionnelle, mais il y a l'EP hors établissement qui peut être aussi une proposition qui peut être faite, en effet. Donc, on essaye de faire tous ces liens et d'avoir ce lien. Le plus important, c'est d'avoir une coordination et d'avoir le maximum d'informations à partager sur ces niveaux dispositifs disponibles. Et pour la partie Cap Emploi, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui reste autour au niveau de la sphère, mais j'ai quelques candidats qui m'en parlent et qui me disent comment je peux solliciter Cap Emploi. Moi, j'avais eu Cap Emploi au téléphone il n'y a pas très longtemps où ils m'ont expliqué que la démarche peut venir de l'agent, donc il s'inscrit dans une démarche de demande d'accompagnement. Et ensuite, nous, employeurs, on peut reprendre la main, en effet. Donc ça, c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure. Moi, j'étais un peu perdue sur cette partie Cap Emploi, mais j'ai retrouvé le sens à prendre au niveau employeur et qu'on pouvait reprendre après l'agent sur ces dispositifs-là et lui expliquer les possibilités. Donc là, je pense qu'on est dans quelque chose qui va peut-être monter en charge aussi, puisque au vu du nouveau décret, c'est des choses sur lesquelles il faut s'inscrire. Il faut que les RH s'inscrivent. Donc nous, on va être aussi en demande plus, c'est-à-dire être sollicité sur les dispositifs à proposer. Voilà pour l'expérience centre hospitalier où on est très, très satisfait. Et des intervenants UGCAM aussi, le fait qu'il y ait des profils différents qui prennent ce parcours en main et qui nous aident aussi, on est vraiment satisfait parce que ça pallie aussi à ce que nous, on ne peut pas faire. On n'est pas en capacité de le faire. Et on a des très beaux retours sur les parcours identifiés, le fait que l'agence peut présenter à son employeur son projet. Et il y a vraiment un échange et une motivation de l'agent qui, dès le départ, est satisfait jusqu'au bout. Et il est accompagné, il n'est pas tout seul. Et nous, on le sent aussi de notre côté employeur. Donc ça, c'est aussi des effets bénéfiques du dispositif. Voilà. Je pense que je vous ai dit, j'espère dans le bon sens, notre expérience, et on espère que les expériences à venir vont être de même qualité, avec une montée en charge, je pense aussi. Donc, il va falloir un petit peu s'organiser aussi sur le suivi. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inscrit au niveau de l'établissement. Le cadre est passé, on sait de quoi on parle. Donc ça, pour nous, c'est déjà 50%
d'acquis. Il suffit après d'être là au bon moment pour inscrire, pour proposer le maximum de personnes et être auprès de l'agent aussi jusqu'au bout pour l'aider à se former ou se reconvertir ou partir à la retraite ou déclencher un congé de formation jusqu'à un nouvel emploi ou un nouveau métier. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel par rapport à notre expérience. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Nathalie, on ne t'entend pas. Nathalie, ton micro n'est pas enclenché. Oui. Merci Marilyn pour ce témoignage très exhaustif de ce retour d'expérience qui ne peut qu'encourager effectivement donc, le lancement du dispositif avec une capacité beaucoup plus forte de déploiement sur l'ensemble des territoires puisque le prestataire donc s'est mis en ordre de marche pour pouvoir prévoir des lieux de formation au plus près des établissements et de démultiplier aussi en fonction donc des équipes intervenantes les possibilités de groupes multiples. Voilà. Vous avez bien précisé la logique de co-construction qui conduit à la réussite du dispositif, avec bien évidemment l'implication de tous les acteurs et aussi les acteurs autour du dispositif qui peuvent être interpellés, les Cap Emploi, bien évidemment le référent mutualisé FHF, qui est aussi en appui sur ce dispositif. Et prochainement, donc, on espère que la nouvelle convention FIP puisse prendre en compte cette action Recopro en termes de cofinancement à venir, pour lesquels on ne connaît pas encore les critères. Voilà. Donc, merci encore à vous pour ce témoignage. Et il y a quelques questions complémentaires qui sont posées. Nathalie, je te laisse la suite. Quelques questions complémentaires qui relèvent plus de la gestion statutaire des agents, notamment la situation de l'agent, dans quelle situation statutaire est l'agent quand il est sur Recopro? Est-ce qu'il est en position d'arrêt maladie? Ses droits seront-ils à 100%? Ça, c'est vraiment des questions relatives à la gestion statutaire et qu'effectivement vous devez voir en interne et je remercie Madame Durlakiewicz qui est intervenue pour dire aussi qu'il y a tout un accompagnement aussi à faire en interne au niveau de l'établissement, aussi bien dans l'accompagnement sur le projet de l'agent, mais aussi sur sa gestion statutaire à faire en parallèle, d'où aussi la nécessité peut-être de ne pas forcément avoir énormément d'agents à suivre parce que c'est un accompagnement qui prend du temps. Ça a aussi été dit en commentaire. Et quand un agent part sur ce dispositif et qu'au final, vous ne pouvez pas lui trouver un poste à reclasser, il y a d'autres solutions qui s'offrent statutairement. Il y a d'autres possibilités en termes de gestion statutaire. Donc, c'est un accompagnement qui prend du temps en interne, mais en tout cas, on essaye à travers ce dispositif de vous accompagner au mieux pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Pour terminer, peut-être indiquer que vous avez du coup les dates des réunions d'information collective qui vont se dérouler sur les différents territoires. Donc, on va vous transmettre les éléments nécessaires pour vous y inscrire et pour inscrire vos agents. Et on espère du coup vous retrouver très prochainement sur ces réunions d'information collective. Je vois que Monsieur Robert a levé la main. Emmanuel aussi voulait intervenir. Non, mais vous avez répondu parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur la réunion d'information collective. Donc, voilà. D'accord. Et moi, j'ai pas levé la main. J'ai cru que vous vouliez intervenir à un moment donné. Ok, très bien. Donc, à la suite de ce webinaire, on va vous transmettre le programme de formation de Recopro et la fiche d'inscription pour vous inscrire aux premières réunions d'information collective. Et puis, après, c'est un dispositif qu'on met en place et on organisera forcément d'autres sessions sur les différents territoires tout au
tout au long des années à venir et on espère que ça vous apportera entière satisfaction à vous en tant qu'établissement, mais aussi pour les agents. Merci beaucoup de votre participation et on espère à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Bonne Merci, journée. au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.